Bonjour à tous, Afri Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui le pasteur David Caponi, ancien membre de l'UDPS, qui va nous parler aujourd'hui en tant qu'observateur de ce qui se passe dans le parti et au pays. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur David, ancien membre de l'UDPS, est-ce que vous pouvez parler de l'UDPS que vous avez connu? Brièvement, nous avons commencé comme tout le monde à l'époque. Nous sommes à l'université dans les années 80 et nous avons vu naître le parti. Comme tout jeune de son temps, le mouvement est venu. Il y avait forte répression au début. On ne pouvait pas en parler librement dans les universités comme à la cité. Nous avons vu l'effervescence que cela a entraîné dans la population. C'était une grande joie pour nous n'avons connu que le MPR et la répression du MPR. Et donc, c'était quelque chose de bien qui a évolué avec nous donnant beaucoup d'espoir d'un lendemain meilleur, un lendemain, un environnement où on peut se prononcer librement, démocratiquement, émettre des idées sans la moindre crainte de se faire tuer ou arrêter illégalement. C'était ça la joie que tous les jeunes de son temps et toute la population congolaise ou zaïroise de l'époque avait de l'IDPS. Ça a donné à tout le monde un grand espoir. Ceux qui ont pris le courage, les 13 députés ou parlementaires qui ont pris l'initiative, ont suscité un grand espoir dans la population. C'était pour nous un moment de grand espoir. Et on s'attendait que le changement même allait venir dans les 5 ans ou 6 ans qui viennent. Or, malheureusement, ça a pris plus longtemps que cela. Et quelque chose est arrivé. Le président Mobutu a libéré le système en 90, donc 8 ans plus tard. Et nous avons de nouveau revu l'espoir dans la population. C'est tout le Zaïre de l'époque qui a adhéré à l'idée d'un changement du système politique, du monopartisme, parti-État que nous avons tous connu, au mouvement pluraliste, c'est-à-dire au système pluraliste, où les autres avaient aussi droit au chapitre. On pouvait discuter, on peut parler, débattre sur les projets du développement du pays. Et voilà, tout ce qui a été fait comme travail à la conférence nationale et tout cela n'a pas abouti parce qu'il y a eu des interférences de toutes sortes. Et l'ancien président même ne voulait pas du changement du tout. Et tout à fait naturel de comprendre, et on le comprend pratiquement dans la situation du moment, ayant joui du pouvoir absolu pendant très longtemps, il ne pouvait pas lâcher automatiquement. Mais on a cheminé progressivement vers le changement. Fort malheureusement, je dois le dire, c'était un événement s'est abattu sur le pays. Et l'événement malheureux, c'est la venue de ce qu'on a appelé le mouvement qui est venu de l'extérieur, un mouvement militaire sur lequel personne n'avait le contrôle. Les Congolais, les Aïrois n'avaient pas le contrôle sur ce mouvement-là. Et voilà qui a plongé le pays dans une situation extrêmement difficile jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que le nouveau président soit venu par la voie des élections. Et nous saluons ce qui s'est fait maintenant parce que c'est pratiquement la renaissance du pays. Et l'UDPS a un rôle à jouer, un rôle fondamental à jouer dans ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. L'UDPS a un rôle fondamental à jouer dans ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a des choses qui se disent aujourd'hui vis-à-vis de l'UDPS et au sein même de l'UDPS, les voix s'élèvent. Est-ce que l'UDPS d'aujourd'hui, en tant que parti, est le même que celui qui a été dans la vision de 13 parlementaires et aussi, surtout, dans la vision du président Étienne Tshisekedi? Ce que je peux dire, c'est que les organisations se font, se défont et se refont. Il n'y a pas lieu de dire que ce qui se passe aujourd'hui ressemble à ce qu'il y avait au commencement. Et à chaque étape succède une autre. Et l'organisation subit des transformations, des modifications selon les circonstances du moment. Les hommes aussi changent dans
la direction du parti. Et vous citez Étienne Tshisekedi, il n'était pas seul. Vous voyez d'ailleurs que l'actuel président, Félix, est en train d'honorer la mémoire du parti, des anciens, ceux qui ont commencé, qui ont travaillé aux côtés du président Étienne Tshisekedi. C'était un mouvement d'ensemble. Un mouvement n'appartient pas à une seule personne. Ceux qui ont travaillé ont émis des idées. Et les idées restent. Les hommes passent. L'idée fondamentale, les types idéaux projetés par l'UDPS, les types sociaux présentés par l'UDPS restent. Ce n'est pas parce que Étienne n'est plus là qu'on va dire l'UDPS a disparu. D'ailleurs, en fait, l'UDPS, c'est la seule organisation politique qui a maintenu et qui a respecté, qui a établi ce que je viens de dire là, que les types idéaux présentés, c'était les idées fondamentales. L'idée de la fondation de l'État et l'état des droits que Étienne prêchait est resté en place. La lutte est restée. Donc, c'est différent de ce que nous avons connu avec les autres partis politiques ou les autres mouvements qui, au passage du fondateur, le parti aussi disparaît. L'UDPS a tenu, a tenu jusqu'après le fondateur. Nous avons en place de nouveaux dirigeants du parti et ils y tiennent au respect des idées fondamentales qui caractérisaient l'UDPS depuis le commencement jusqu'à présent. Ils le font à leur manière. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce qu'on fait, le fondateur, va être exactement fait de la même manière qu'aujourd'hui, car au moment où on fondait l'UDPS, rappelle-toi bien, je parlais des années 82, il y a une quarantaine d'années, Mhm. et on n'avait pas les cell phones, on n'avait pas des ordinateurs sur les tables des gens, Ouais. la communication a changé et l'information circule plus rapidement, les gens réagissent plus différemment. Et donc, il s'est passé un très long moment et beaucoup de changements dans la manière de vivre et dans la manière de faire. Et donc, on ne peut pas oublier cela. Et ça a apporté un grand changement. Est-ce que l'état de droit aujourd'hui, tel que vous l'observez, est respecté? L'état des droits est un idéal. Est un idéal. Et on ne peut pas dire que le jour qu'on commence, c'est le jour qu'on va voir pratiquement tout le monde respecter les droits. Mhm. Nous vivons depuis un certain temps dans des pays avancés et nous voyons combien de fois les gens se plaignent. Moi, ça m'étonne de voir dans un pays aussi avancé comme les États-Unis, quelqu'un faire 40 ans, 45 ans en prison. Et à la fin de 45 ans, on le libère en disant, oh, il était victime, nous avions commis l'erreur. Ça veut dire qu'il y a imperfection partout. Mhm. Et ce n'est pas un seul cas, ce n'est pas deux, c'est plusieurs cas comme ça. Il y a des gens qui sortent de prison après 30 ans. Il a passé 38 ans en prison par erreur. Et donc, nous ne pouvons pas considérer que chez nous, tout est mauvais. Déjà penser à établir l'état des droits, c'est déjà un pas dans le processus. Il reste maintenant à faire le nécessaire, ce qui reste à faire. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et ce n'est pas là l'affaire de pointer du doigt quelqu'un pour dire c'est lui qui est responsable, c'est une affaire de société. Il y a eu désintégration sociale, complète désintégration sociale chez nous. C'est-à-dire l'aspect moral. C'est là la source de tous les problèmes, tous les maux que le Congo connaît. Et ça n'a pas laissé un seul individu, ça n'a pas épargné un seul individu. L'affaire a pratiquement affecté tout le monde au Congo. Et le seul moyen de rétablir cela, c'est par le droit, par le rétablissement de l'état des droits. Et ça ne va pas venir du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Il faut que tous apprennent, que tous les Congolais apprennent à respecter la loi, tous les Congolais. Et c'est un devoir de tous. La société ne se bâtit pas par un individu. C'est l'affaire de tous. Et à ce point, à cause de la forte désintégration sociale, les valeurs sociales qui ont été jetées à la poubelle, on a adopté d'autres formes de vie qui ne respectent aucune loi. Le travail est énorme. Il faut qu'on y pense tous. L'état des droits, c'est la volonté du chef de l'État actuel de l'établir
Mais ça ne dépend pas de lui seul pour que on connaisse réellement le respect de l'état de droit. C'est l'affaire de tous. Il y a chez nous, le système politique prévoit l'indépendance entre les trois pouvoirs, les trois branches du pouvoir, Mhm. l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et donc, le domaine judiciaire a besoin d'être nettoyé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire demander à ceux qui sont en charge de cette branche du pouvoir de se rendre compte de tous les méfaits qui résultent de la manière dont ils travaillent. C'est l'auto-critique qui est en ce moment une nécessité. Ils doivent se projeter dans l'avenir pour voir si nous continuons de cette manière, quel type de Congo nous produirons demain. C'est de cela qu'il s'agit. Mais sinon, la volonté a été exprimée, mais la volonté ne se traduit pas en acte par elle-même. Ça demande que les hommes et les femmes dans le système judiciaire s'engagent à voir l'état des droits. Il y a parmi les anciens de l'UDPS qui se font appeler aujourd'hui tshisekidistes des voix qui s'élèvent pour condamner le président de la République. Et au fait, ils disent que l'état de droit n'est pas respecté. C'est la même lecture que vous faites de cette situation au pays par rapport à la justice? Je venais de dire que la justice, c'est l'affaire de tous, Mhm. et pas d'un seul individu, quel qu'il soit. Le président de la République ne s'assoit pas à la cour, au tribunal pour juger injustement les affaires des parcelles escroquées, les affaires de l'argent, des tripotages, des détournements de ceci. Ce n'est pas le président de la République qui fait ce travail-là. Mhm. Tant que nous ne comprenons pas cela, que nous ne comprenons pas que ça demande de l'engagement de tous pour voir l'état de droit établi, eh bien, ça va prendre plus longtemps. Ça va prendre plus longtemps. Je pense que la sanction sociale devrait y être. Là, quand je parlais tout à l'heure de la désintégration sociale, elle est venue du fait qu'il y a renversement des valeurs. Les antivaleurs sont devenues valeurs, c'est-à-dire on Mhm. juge aujourd'hui sur base des antivaleurs. Ouais. Et, et tant que la société qui est censée sanctionner approuve les antivaleurs, il est difficile de voir le changement. Il est difficile, ce n'est pas l'affaire du président. Je parlais des types sociaux et des types idéaux. L'idéal, c'est d'avoir l'état des droits. Maintenant, le type social, c'est-à-dire le type d'homme qui s'engage à rendre effectif l'état des droits. Mhm. Si ce type d'homme n'est pas projeté, n'est pas présenté, n'est pas là, il est difficile de voir l'application de l'état des droits. Parce que, au fait, c'est quoi? La société désintégrée dans laquelle nous vivons aujourd'hui considère l'escroc, le voleur, l'injuste comme étant le modèle. Mhm. C'est lui qui a obtenu des faveurs injustement, qui a pris l'argent qui ne lui appartient pas pour se construire des grandes maisons, conduire de grandes voitures, passe aux yeux de notre société comme étant un modèle. Comment voulez-vous que demain, un jeune qui rentre dans le système judiciaire puisse aussi considérer que dire le droit est une bonne chose? Il voudra aussi faire ce que la société approuve. La sanction sociale n'y est pas. Tout le monde approuve, tous les détourneurs et ceux qui s'approprient les biens de l'État. Et parce que vous parlez de détournement, aujourd'hui, on parle de Nicolas Kazadi, parmi les meilleurs ministres du président de la République, d'ailleurs, dans son premier mandat. Est-ce que vous faites la même lecture que les gens qui pensent que Nicolas Kazadi a détourné l'argent? D'abord, il faut prendre le profil de l'homme. Je ne parle pas comme tout le monde et je ne parlerai jamais comme tout le monde. Il faut prendre le profil de l'homme, le considérer tel qu'il est. Et Mhm. puis l'entendre. Il a donné le droit de réponse. Moi, Mhm. c'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est de l'entendre sur l'affaire. Quelle est sa position dans l'affaire? Quelle est l'explication qu'il donne dans l'affaire? Et cela suffit pour moi de ne pas aller au-delà. Il a donné clairement sa position, en fait, des faits, les faits. Il a présenté les faits tels qu'ils se sont passés. Et ça suffit pour dire qu'il n'a que faire avec ce qui s'est passé. C'est clair comme du cristal. Il a donné effectivement euh, sa version des choses pour dire
qu'il n'était pas impliqué dans un contrat qui a été signé longtemps avant son arrivée au pouvoir, avant de devenir ministre. Le contrat a été signé. Et mhm, lorsque on lui a apporté le dossier, il a fait examiner par ses spécialistes le dossier dans son ensemble. Et l'avis des spécialistes était que le coût était plus élevé et il a demandé que le coût soit revu à la baisse. Évidemment, la discussion a eu lieu et finalement, c'est le prestataire qui va dire, je vais augmenter le nombre de stations. Mais c'est clair comme du cristal. Augmenter le nombre de, de stations veut dire réduire le prix. Et c'est à cette condition-là seulement qu'il a payé les 70 millions de dollars. Ça veut dire qu'il a prouvé qu'il a de la volonté pour faire ce qu'il avait à faire. Et il l'a fait avec conviction. Alors moi, je ne vois pas à partir de quel moment on peut l'accuser dans une telle affaire. Il n'a qu'à faire avec ça. En fait, moi, mon point de vue sur ça, c'est que c'est comme toujours au Congo, nous sommes habitués à la désintégration dont je parlais tout à l'heure. J'y reviens toujours. Il y a cette affaire de désintégration sociale. mhm. Lorsque une société ne sait plus où il faut aller, ce qu'il faut réaliser, exécuter et ce qu'il faut faire, ce qui est bien pour elle, il s'élève toujours des gens pour combattre le bien. Parce que le mal est le bien pour le Congolais d'aujourd'hui. Il faut remettre le mal là où il y a le bien. C'est ce que moi je vois. Euh, on ne peut pas dire on supporte le président, on aime le président et on ne supporte pas ses collaborateurs les plus fidèles et ceux qui font du travail remarquable, comme le ministre Nicolas. Il a fait un travail de titan depuis qu'il est là. Et nous avons des preuves, nous avons des résultats. On ne peut pas aujourd'hui, à travers le monde, tout ce que vous faites, c'est en fonction de l'argent. Alors, quelqu'un qui a réuni autant d'argent pour le pays, sans avoir inventé quoi que ce soit. C'est-à-dire, il est là, il a trouvé ce qu'il y a des infrastructures et pratiquement les mêmes services de l'État. Il n'y a pas eu création de nouvelles sociétés de l'État. Il n'y a pas eu d'autres sources de revenus nouvelles. Ce sont les mêmes sources qui étaient là avec les gens qui étaient là avant. Alors, partir de 4 milliards à 16 milliards, c'est-à-dire 12 milliards de différence, ça veut dire quoi? Où est-ce qu'il est allé trouver les 12 milliards là? Ça veut dire qu'il a travaillé dur pour réunir cet argent et surtout le présenter au peuple congolais. C'est ce qui est important, c'est ce que les Mhm. gens doivent regarder. Alors, maintenant, quelqu'un qui a fait un tel travail, on ne pouvait pas parler d'organisation des élections, on ne pouvait pas parler d'acheter des armes et puis engager 40 ou 50 000 hommes, nouvelles unités dans l'armée, oui, organiser la gratuité de l'enseignement, subventionner le carburant pendant la période difficile où le monde entier a souffert, où le Congolais a acheté le carburant à moins cher par rapport aux autres et, payer les salaires, augmenter les salaires des emplois, des fonctionnaires, faire tout ce qui a été fait. Reconstruire des infrastructures à travers tout le pays. Avec quel argent vous alliez faire ça? En fait, je me rappelle la question que j'entendais souvent de la bouche des gens du FCC Mhm. qui disaient où est-ce que vous allez trouver l'argent? Tous vos projets là, vous Ouais. parlez de projets de toutes sortes, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Mhm. Vous parlez de Nicolas Kazadi, il leur a prouvé le contraire. Il a trouvé l'argent pour faire tout le travail qui est fait là. Aujourd'hui, accusé et curieusement, ces voix qui s'élèvent, certaines viennent de l'UDPS, de ceux que l'on appelle en fait tshisekidistes, et même certains qui se font appeler fascistes. Un message pour ces gens. Il faut seulement éviter l'émotion. Mhm. Et puis la haine individuelle, c'est-à-dire on ne doit pas se haïr. Si on s'aime, on appartient à la même organisation, surtout un parti politique, on ne doit pas se haïr inutilement. Un parti politique ne dépend pas d'individus. Ce n'est pas l'affaire d'individus, c'est l'affaire des idées. Quelles sont les idées qu'ils ont à aujourd'hui concernant la gestion des finances publiques que Kazadi ne respecte pas? Et je n'entends personne avancer ou présenter aujourd'hui, lui, son programme à lui, qui soit différent de celui de Kazadi et qu'ils sont capables de mener. Je ne vois pas le degré moral, la probité morale de faire à la place de Kazadi, ce qu'il fait là. En fait, éviter l'émotion et puis éviter aussi les attaques individuelles. Je ne pense pas que ce qu'ils font là bénéficie au pays
et au parti. Les luttes individuelles ne font pas avancer la lutte commune que nous avons. Nous avons des défis énormes à relever. Et ce n'est pas en se haïssant, ce n'est pas en s'insultant sur la place publique et en s'accusant faussement qu'on va arriver à l'objectif. Ce n'est pas le moment de s'engager dans telle pratique. Et les gens doivent se calmer. Et je sais que c'est la lutte pour des postes, de ceci, de cela. Et je dis bien, ce que le Congolais n'a toujours pas compris aujourd'hui, c'est que le bien des Congolais peut se faire par quelqu'un d'autre, pas nécessairement toi, au ministère des Finances. Et si cela peut se faire par quelqu'un d'autre, ça va toujours nous bénéficier tous. La grande leçon que le Congolais dans l'ensemble n'a pas encore appris, c'est que si les choses marchent, l'économie du pays marche, nous allons tous en bénéficier. Et si quelqu'un s'élève pour bien faire le travail, rétablir l'économie, ça va bénéficier à tous les Congolais. Et je m'adresse là à tous les Congolais dans l'ensemble. Il n'est pas nécessaire de détruire son propre pays avec espoir que si moi, je deviens ministre, je prends l'argent de l'État, je m'approprie les biens de l'État, donc moi, je serai bien. Et les autres, je m'en fous des autres. Nous avons essayé ces pratiques-là depuis longtemps. Et voici où ça nous a amenés. Tous les bottes des petits pays qui nous respectaient. On s'empoignade matin, midi, soir, on s'entretue ici. C'est la politique des crabes, là. On ne fait que se tirer par le bas. Et ça n'avance personne. Si quelqu'un, en fait, ça correspond à la logique de nos ancêtres. C'est une manière, nous vivons au temps de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le moment de réfléchir comme nos ancêtres parce que, à un moment donné, ils ne voyaient pas loin. Ils croyaient que tout doit passer par moi, tout doit se faire par moi. Je veux te renvoyer à la famille. Tu regardes seulement au sein de la famille. Regarde autour des familles. Un enfant intelligent n'était jamais aimé par ses pères. Hein? Un enfant intelligent, tu es intelligent à l'école, tais-toi au milieu des grands. Tu ne peux pas Ouais, bouger, tu ne peux pas parler. On ouais. tapait. Et c'est ça la culture qu'il faut bannir. Par contre, ce que nous avons découvert ici, c'est qu'à l'école, on commence à dénicher les enfants intelligents dès le bas âge. Au niveau de maternelle déjà, on cherche à voir quel est l'enfant brillant au milieu de tous ces enfants. On cherche à voir, on déniche ça déjà très tôt. À l'école primaire, on pose des examens aux enfants. Si l'enfant, une certaine exception se manifeste dans l'intelligence, on l'encadre. Si on découvre qu'il est intelligent, il est exceptionnel, on l'encadre dès le bas âge. On le sépare des autres, on lui donne un enseignement accéléré pour pouvoir l'aider à exprimer ce qu'il a en lui. Pour quelle raison? Parce que ça va devenir, il va contribuer au bien de tous. Voici ce qui nous manque chez nous. On étouffe le potentiel, ce qui est destiné à aider les autres. On détruit. Et le cas de ministre Nicolas que tu mentionnes là est l'un de ces cas. Voilà. On ne veut pas voir le meilleur s'exprimer, on ne veut pas voir le meilleur s'exprimer, se manifester pour apporter du bien à tous. Parce que ça doit être moi, pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est des choses qu'il faut combattre. C'est curieux et très dangereux. C'est des choses qu'il faut combattre. On a vu le premier mandat du président Félix Tshisekedi ne peut pas se compter sans le ministre, en fait, par rapport au travail qu'il a fait. D'après ce que vous venez de dire, il a pris le gouvernement à 4 milliards de budget. Il en a fait 16 milliards au sortir de ce gouvernement. Est-ce que par rapport à tout cela, on peut espérer un grand travail dans le deuxième mandat? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, la dernière revue, la sixième revue avec le Fonds monétaire international est un moment décisif. C'est-à-dire que euh, dès l'instant que ce rapport sera publié et que le programme a été complètement achevé, il y aura des rapports. Le Fonds monétaire va publier ces rapports. Et les fameux investisseurs dont on a besoin au pays, ils consultent ces rapports. Voici le niveau auquel les gens n'arrivent pas. Lorsqu'on combat quelqu'un, il faut savoir ce qui est en jeu.
comment on le regarde de l'extérieur. Le pays a besoin du capital neuf pour investir dans beaucoup de domaines et créer l'emploi et créer et finalement provoquer l'éclosion du social dont on parle. Le social ne viendra pas sans investissement. Et les efforts du gouvernement actuel, c'est d'arriver effectivement à attirer les investissements. Et l'un des moyens d'attirer ces investissements-là, c'est de se montrer crédible. Le rapport du Fonds monétaire va simplement apporter du lot au moulin du Congo. Il va impressionner les investisseurs pour dire il y a du sérieux dans ce pays-là. Voici ce que nous avons fait, voici ce que nous avons trouvé là-bas. Les gens qui comptent, et on nous regarde, ils nous regardent à distance, ils lisent ces rapports, ils voient ce qui se fait dans le pays. Et c'est à ce niveau-là que les gens, ceux qui sont au pays, ne voient pas. Ils ne voient pas ça. En fait, comment ils vont le voir parce que nombreux ne savent pas qu'il existe un rapport. C'est le credit report sur lequel on travaille là. Le Congo a réparé son crédit comme on le fait ici. Maintenant, toutes les banques il est approchable, il est crédible. Et c'est cela qu'il faut considérer. En fait, maintenant que nous avons corrigé beaucoup de nos erreurs du passé, maintenant que nous avons un rapport louable comme celui-là, les investisseurs peuvent faire confiance au pays. Ils peuvent apporter les capitaux frais et investir dans le pays. Et maintenant, ils ne viendront pas investir avec des novices qui ne comprennent rien à rien. Les gens qui viennent pour reprendre les vieilles habitudes, de gagner de l'argent sans travailler. C'est là la clé du problème. Nous partons sur de nouvelles bases. Et surtout, l'investissement qui se fait aujourd'hui, le niveau d'investissement qui se fait aussi dans les infrastructures qui vont soutenir le développement de demain, c'est capital pour le pays. Nous avons besoin de ces investissements. Nous avons besoin de l'appui extérieur aussi à ces efforts pour que finalement le pays sorte du marasme. Souviens-toi que quand l'AFDEL vient de l'Est, ils ont parcouru le pays là en très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé des routes. Hein? Ils ont traversé le pays de l'Est à l'Ouest facilement. Ils sont partis, souviens-toi bien, ils sont partis de Bukavu en passant par Kindu jusqu'à Mbujima, parce qu'il y avait la route. La route était praticable. Ouais. La route était praticable. Ils ont ramassé des camions des gens sur le chemin et ils ont conduit ces camions jusqu'à Mbujima, jusqu'à Kinshasa. Parce qu'il y avait des routes praticables. Ouais. Et maintenant, quand ils sont partis, après eux, les 22 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Pas de route. Pas de route. Il faut remettre ces routes en état. Il faut de nouveau souffler. Il faut remettre le chemin de fer en marche pour permettre aux communautés, tout le long des chemins de fer, de vivre, de reprendre la vie. En fait, désenclaver le centre du pays et assurer la communication entre les différentes provinces du pays. Et c'est le travail que nous promet le président dans le nouveau mandat. Et il faut des gens crédibles pour le faire. Il faut des gens crédibles. Nous ne voulons plus de ministres qui deviennent la caisse de distribution de l'argent de l'État sans réfléchir à la manière de produire l'argent. Parce qu'en fait, le ministère des Finances ne s'arrête pas à distribuer l'argent, à compter l'argent. Ce n'est pas une caisse, c'est un ministère pour générer l'argent. Mais un travail difficile, c'est un travail difficile de trouver les gens qu'il faut pour le président de la République, vous pensez? Mais je vous ai dit qu'il y a eu des intégrations à tous les niveaux. La désintégration a touché la tête. Si la tête est touchée, le reste l'est. C'est-à-dire aussi, la tête, c'est qui? Je parle ici de l'homme pensant, hein, le leader congolais, l'intellectuel, l'homme qui est allé à l'école, qui a appris. Ce n'est pas l'affaire de tous les jeunes qui sont dans la rue là en train de crier. Mais c'est l'affaire de l'éclaireur, c'est l'homme qui a fait l'école, qui peut prendre la responsabilité de gérer le pays. Et celui-là est trempé, complètement trempé dans les antivaleurs. Et là, aller dénicher quelqu'un comme ça et d'abord le trouver, s'imaginer qu'il existe. Et c'est une tâche difficile. Ouais. Encore faut-il aller le trouver. On va dire c'est exagéré, c'est tout ça. Non, ce n'est pas exagéré. Je parle des choses vraies. Ce n'est pas exagéré. Il est difficile de trouver un Congolais honnête. Nous sommes ici, nous recevons des gens qui viennent de chez nous, nous les entendons parler.
est Super. basée sur l'expérience de la vie. Nous connaissons les tenants, ce qui fait la force des grandes nations. Nous avons travaillé dans le corporate America. Nous savons ce qui fait la force de l'Amérique. Mhm. Nous sommes dans le corporate America. Nous entendons, nous voyons le système politique marcher ici. Et nous savons ce qui fait marcher le pays. Ce n'est pas tout le blabla, le tralala. Super. Et, et donner cette compréhension, moi, mon souhait a toujours été de prendre toute l'élite congolaise, l'amener dans des coins comme ici, là, et Mhm. leur donner la chance de vivre, de survivre pendant 6 mois, et puis de retourner au Congo. Ancien de l'UDPS, aujourd'hui pasteur, mais toujours dans le domaine des banques où vous travaillez. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la population du Congo? Mon dernier mot, c'est de garder l'espoir. J'ai dit à notre peuple de garder l'espoir. Garder l'espoir parce que nous avons à présent un nouveau président qui a le cœur pour son pays, pour son peuple, qui aime son pays et qui est déterminé à sortir le pays du gouffre. C'est déjà un sujet d'espoir. Le peuple doit espérer qu'un jour nous sortirons de là. Mhm. Et la deuxième chose que tu dois adresser au peuple, c'est de prendre conscience de maintenant que les choses ne seront plus comme avant, c'est-à-dire que nous devons commencer déjà à penser à contribuer. J'entends toujours les gens dire au Congo, l'argent du contribuable, combien de Congolais contribuent au budget de l'État? Combien de Congolais contribuent? Parce que nous savons seulement réclamer les droits, mais nous ne connaissons pas nos devoirs. Mhm. C'est cela, c'est cela qu'il faut. Et je dis, ce que je dis ici n'est pas connu de gens qui ont 50, qui ont moins de 50 ans au Congo. Parce que cette population n'a pas connu l'impôt. Au fait, l'impôt est une notion étrangère au Congo. Mhm. Payer l'impôt, c'est une notion complètement étrangère. Or, les gens qui ont travaillé dans le régime passé ont accumulé beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Et aujourd'hui, ils réclament les mêmes droits que le petit peuple qui est resté sans rien. Et eux aussi ne contribuent pas, mais ils réclament les droits. Que le droit, que le droit vous réclamez sans moyens. L'État n'a pas de moyens, il faut apprendre à contribuer au budget de l'État avec vos moyens pour donner l'argent à l'État afin que ces choses que nous réclamons soient faites. Aussi, si vous contribuez, vous avez le droit de réclamer à votre gouvernement les choses qui doivent se faire. Mais nous n'avons pas suffisamment d'argent. On parle de 16 milliards pour une population de 100 millions d'habitants. Ça ne représente rien du tout. C'est une goutte d'eau dans la mer. La population doit penser aujourd'hui à contribuer en commençant par ceux qui ont gagné illégalement de l'argent et qui continuent à chercher à revenir au pouvoir pour gagner encore davantage. Mhm. C'est-à-dire étouffer l'État, empêcher à l'État de réunir les moyens pour pouvoir offrir des services à la population, investir pour l'avenir. C'est la moindre des choses que tout le monde doit faire. C'est de penser à contribuer. Je ne peux pas anticiper ce que j'ai entendu de la bouche du ministre des Finances. Mhm. J'ai applaudi des deux mains et le jour que je l'ai entendu parler de ça, des réformes dans ce secteur-là. Et tout le monde gagne de l'argent, tout le monde. Il y a des gens qui font de l'argent dans ce pays-là. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans ce pays-là, y compris les étrangers. Et ils ne payent pas l'impôt. C'est ça qui est marrant. Ils ne payent pas l'impôt. Et comment on peut parler du développement sans contribuer au développement? Merci beaucoup, pasteur, de votre temps que vous nous avez accordé aujourd'hui à Free Impact Magazine.